Bonsoir à tous. Merci de votre venue. Merci Thierry, merci Stéphane pour votre accueil. C'est un plaisir pour nous d'être ici et de vous expliquer un petit peu notre aventure. C'est vrai que c'est une aventure assez particulière, d'autant plus que je vous présente les excuses de mon associé François-Xavier qui n'est malheureusement pas là car il est en train de poser des joints d'étanchéité sur notre chantier. Car on a eu une petite fuite chez le voisin du deuxième quand on a fait les sols. Donc, il m'a mandaté pour nous représenter tous deux, et j'espère que je vais être à la hauteur. Donc, commençons. Qui sommes-nous? Donc, il y a François-Xavier, le grand absent qui a 47 ans. Il a un BA en économie avec un DAS en marketing et un DAS en gestion à l'Université de Genève. Lui, sa force, c'est qu'il a travaillé dans l'industrie du vin. Vous verrez pourquoi notre façon de traiter le chocolat en est inspirée. Il vient également de l'horlogerie. On s'est rencontrés donc dans ce secteur dans le cadre d'une société de détail, et il a travaillé dans les médias. Dans le cadre d'Orfèvre, il s'occupe donc de la R&D, du sourcing et puis de la production. Ensuite, il y a moi-même. Donc, moi, j'ai 35 ans. J'ai fait Sciences Po à l'Université de Lausanne. J'ai également complété tout ça avec une formation en marketing au SAVI, pardon. J'ai également travaillé dans l'horlogerie. J'ai fait du détail, j'ai fait des médias, j'ai fait du négoce, ce qui est assez pratique aujourd'hui, j'avoue. De mon côté, je vais m'occuper chez Orfèvre du marketing, de la communication, de la distribution et puis de la finance et de l'administration. Le troisième membre de l'équipe, qui est très important pour nous, c'est notre chien. Voilà. On le sous-estime souvent, mais lui, il a 3 ans et demi. Il maîtrise franchement la survie dans la rue. On l'a adopté à l'âge d'1 an et demi. On ne connaît pas sa vie au niveau des 8 premiers mois. Lui, il s'occupe très bien de chasser les taupes. Il court très bien après les écureuils, mais il fait surtout beaucoup de câlins. Et je vous avoue que ça, c'est crucial pour nous. Le début de l'aventure. Alors, c'est une aventure qui a commencé il y a 25 ans. François-Xavier, il travaillait dans l'univers du vin et à la fin de l'année, il faisait ses paniers garnis. Donc c'est vraiment une histoire vraie, c'est comme ça que ça s'est passé. Et dans le cadre de ces paniers garnis, il voulait présenter des produits donc de l'entreprise qu'il représentait, et puis des produits artisanaux fabriqués en Suisse. Dans le cadre de ces paniers, il voulait mettre des cornichons, il voulait mettre du fromage et de la viande séchée vu qu'on était en Valais, et également du chocolat. Il a fait 3 demandes de chocolat différents. Il a reçu 3 tablettes esthétiquement identiques avec le même packaging, le même grammage, la même origine et le même pourcentage de cacao. Vous le connaissez pas, mais c'est un perfectionniste. Donc à la 3e tablette identique, il prend son téléphone puis il appelle. Il dit mais comment c'est possible que je reçoive ces tablettes qui sont identiques? Et c'est là en fait où il a appris la différence de métier entre le chocolatier et le fabricant de chocolat. Donc c'est un bruit de fond qu'il avait depuis les années 90. Et puis est arrivé un matin de mai 2016. Ce matin-là, François-Xavier, il fait sa revue de presse. Il est abonné à une newsletter qui s'appelle Quartz. C'est un média américain qui a pour objectif de compiler des informations qui viennent de différents médias et évidemment de produire du contenu. Et en fait, ce jour-là, il y avait un gros scandale aux États-Unis qui révélait le scandale des Mast Brothers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bean to bar, donc le fait de fabriquer le chocolat, de la fève à la tablette, c'est un mouvement qui est assez récent. On peut dater aux États-Unis, il doit avoir une dizaine d'années. Et c'était majoritairement au moment où il y a eu la crise économique et où il y a eu toute une migration du secteur tertiaire vers le secteur secondaire ou d'autres réorientations professionnelles. Et les Mast Brothers, malheureusement pour eux, ils ont eu une super communication au moment de leur lancement, mais ils ne fabriquaient pas leur chocolat de la fève à la tablette dès le départ. Donc, Quartz révèle cette information de la plus haute importance. Ils prenaient du chocolat de Valrhona. Mon Dieu, gros scandale. Mais pourquoi c'est intéressant de notre cadre? C'est que François-Xavier, ce jour-là, se rend compte qu'on peut fabriquer le chocolat de la fève à la tablette. Ça y est, c'est possible. Donc, quand je me réveille à 8h, j'avoue, je suis pas du matin, je me réveille, il me tombe dessus, il me dit « Mais Caro, ça y est, on sait ce qu'on va faire, on va fabriquer du chocolat. » J'avoue aussi que je me suis un petit peu moquée de lui en lui disant « Mais tu es un excellent marketeur, tu as des chocolatiers à tous les coins de rue. Comment c'est possible que tu veux faire ce métier, faire une marque d'horlogerie, quoi. Enfin, une marque de montre, pardon, vu qu'on vient de l'horlogerie. » Et c'est là où il m'explique la différence de métier. Donc, le chocolatier, c'est
un métier spécifique. Le fabricant de chocolat, c'en est un autre. Si vous voulez, le chocolatier, il ne va pas fabriquer le chocolat, il va utiliser le chocolat pour en faire des recettes. Il va faire des ganaches, des bonbons, de grandes créations, mais il ne va pas fabriquer la masse. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique, en achetant du cacao, en fait, tout le processus de fabrication jusqu'à arriver à la tablette. Donc ce jour-là, j'apprends cette différence. J'apprends que, en fait, il n'y en a pas en Suisse romande. Il n'y a personne qui fabrique son chocolat en Suisse romande. 2 heures plus tard, j'étais en train d'appeler Villars, la grande maison de chocolat, et je voulais leur acheter des machines. J'ai fait des pieds et des mains pour passer toutes les étapes de la directrice marketing qui ne voulait pas me prendre, aller au CIO, il ne voulait pas me prendre non plus. Grâce à LinkedIn, dont on parlait tout à l'heure, j'ai trouvé le nom du CFO, que j'ai harcelé pendant 1 heure, qui a finalement décidé de me prendre, et qui m'a dit « Ma petite dame, vous êtes très mignonne, mais on ne vend pas nos machines. » Bon, bah d'accord, j'ai raccroché, mon impatience s'est calmée et on a commencé à réfléchir, mais comment on fait du chocolat? Ça, je vous raconte après. Pourquoi ce changement de cap? On avait besoin d'arriver dans quelque chose de tangible. On vient effectivement du marketing, on a travaillé dans l'horlogerie, comme je vous le disais avant, on a travaillé dans des secteurs différents. Le problème que nous ressentions, c'était le manque de 3 dimensions. On avait besoin d'avoir un produit, on avait besoin d'avoir quelque chose que nous fabriquions et non seulement que nous conseillions à nos clients de fabriquer d'une certaine façon, de promouvoir d'une autre. Donc, ces éléments réunis, on s'est dit, allons-y et tentons le coup, quoi. Et dès le matin, enfin dès le début de l'après-midi, on a commencé. Mais parlons maintenant marketing. Ça, c'était la petite intro. Le positionnement. Alors, le positionnement, j'aimerais juste vous faire une introduction au niveau du contexte. Le cacao, le cacao fin que nous travaillons représente 5% de la production mondiale de cacao. Ce qui veut dire que en près d'un siècle, vu que c'était dans les années 50, le cacao fin représentait plus de 50% de la production mondiale. Aujourd'hui, on est à moins de 5%. Le cacao fin, il a pour définition d'avoir des valeurs organoleptiques importantes. C'est-à-dire que c'est du cacao que vous allez acheter, enfin du chocolat, pardon, qui va avoir du goût quand vous le dégustez. C'est comme, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est comme la différence entre des tomates qui sont élevées en serre, qui vont avoir du goût ou pas. Et les tomates en serre, malheureusement, on est obligé d'avoir du sel, de la sauce, ajouter quelque chose au fruit en l'occurrence pour lui donner du goût. Le cacao fin, c'est la même chose, c'est que lui, il a du goût, malheureusement le cacao de commodité n'en a pas. Donc avec l'évolution de l'industrialisation d'une certaine façon, donc de la grande distribution, où la recherche du prix était devenue très importante, où il y a eu des changements de position, de paradigme. Typiquement, il y a eu un passage de la consommation de tablettes à la découverte des bonbons, des ganaches, des recettes chocolatées. La qualité première du cacao qui était d'avoir du goût n'a plus été recherchée. Et donc on a basculé vers des cacaos qui sont relativement faciles à travailler et qui n'ont plus justement cette valeur de goût, si on peut résumer ainsi. Le deuxième élément, c'est que étonnamment, on a aujourd'hui environ 120 variétés de cacao qui sont présentes. Jusqu'à très récemment, il n'y en avait que 3 qui étaient connus. C'était le Criollo, qui est le plus fin des cacaos, donc des variétés. Le Forastero, qui représente une très très grande majorité des cacaos qui sont produits dans le monde et qui est très pratique pour les industriels ou pour toute production qui ne recherche pas justement cette spécificité parce qu'il n'a pas une grande valeur organoleptique, mais nutritivement il est tout aussi intéressant que les autres. Et finalement il y a le Trinitario qui est un mix des trois variétés. Et aujourd'hui ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a eu des analyses scientifiques indépendantes qui ont été faites au niveau de l'ADN des différents cacaos et on se rend compte qu'il y aura plus de 120 variétés de cacao. Ce qui du coup nous ramène à ce moins de 5% de cacao fin qui est franchement aujourd'hui dommage. Et un troisième chiffre qui est également intéressant, c'est plus de 75% de la production mondiale de cacao vient d'Afrique continentale. Donc sur 4 638 000 tonnes de cacao en 2017-2018, je suis désolée, j'aurais jamais à dire ce chiffre, plus de 75% viennent donc d'Afrique et 2 millions de tonnes viennent simplement du Ghana. Donc on est sur une production majoritairement sur le continent africain. À titre personnel, on ne travaille pas de cacao africain parce qu'on n'a pas encore trouvé de producteurs qui puissent nous assurer qu'on est dans le respect de l'homme et dans le respect de la nature. C'est malheureusement un continent où l'exploitation
est très présente, où le travail des enfants est également très présent, et la recherche de la qualité n'atteint pas aujourd'hui les niveaux intéressants pour nous. Donc ce matin encore, Nico, notre sourceuse, me parlait d'un cacao qu'elle a découvert au Congo. Franchement, j'ai pas rebondi parce que j'ai pas la certitude. Donc voilà, ça c'est un petit peu des chiffres qui me semblaient assez importants à vous présenter au niveau du contexte. Au niveau du contexte des acheteurs, c'est tout aussi surprenant, c'est que 8 acheteurs achètent et contrôlent donc 75% du commerce de cacao. Donc on est dans un univers qui est totalement centralisé, qui est complètement centralisé, admettons. Je suis désolée, on sort du chantier, je suis très très fatiguée. Voilà. Ah, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, je fais une parenthèse. Étant donné qu'on vient de déménager, je voulais vous amener du chocolat, mais on n'a pas pu relancer les machines, donc je n'ai pas de chocolat. Mais j'espère que vous aurez l'occasion d'en déguster et que vous pourrez voir la pratique avec la théorie. Hein? Ouais, non mais je suis vraiment désolée. Et on a tout fait, hein, mais les heures là... malheureusement, voilà. Donc voilà, petite parenthèse, navrée. Du coup, j'ai perdu le fil, forcément. Donc 8 acteurs qui achètent 75% de la production de cacao. Ensuite, le deuxième chiffre intéressant, c'est que 2 acteurs transforment 80% du chocolat. Donc on a sur une centralisation maximale sur les 4 638 000 tonnes de cacao produites annuellement. Et puis, ce qui est aussi, à mon sens, assez intéressant, là, je me souviens plus de la source, mais je suis sûre du chiffre, c'est que la Suisse ne représente moins d'1% de la production mondiale de chocolat, alors que nous sommes les consommateurs qui consommons le plus de chocolat par tête au monde. Donc c'est là où on voit, c'est pas une question de manipulation des chiffres, c'est des faits qui sont réels. Et c'est un petit peu contre ça aussi que nous, on se bat à notre petite échelle de fabricants de chocolat de la fève à la tablette. Le contexte humain, il est tout aussi intéressant, c'est que le niveau de pauvreté mondiale est établi à 1,9 $ par jour par la Banque mondiale. Vous avez 1,25 $ par jour pour être dans l'extrême pauvreté selon la Banque mondiale. Et un revenu d'un fermier en Côte d'Ivoire est de 78 centimes jour. Donc ça, c'est des chiffres qui datent de 2018. C'est la réalité du cacao. Malheureusement, on peut voir une variation entre les continents et les différentes zones de production. Maintenant, on sera toujours en dessous de l'extrême pauvreté. Donc ça, c'est un des éléments qui nous aide, outre tout ce qui précède, mais c'est en faisant notre recherche d'origine sur comment est-ce qu'on fabrique le chocolat, on a découvert que l'univers du cacao, il n'est pas aussi joli que ce qu'on peut imaginer. Donc du coup, pour nous, les enjeux, ils sont multiples. On a le respect de l'homme, donc on se bat, comme je vous l'ai expliqué, typiquement dans le cadre de l'Afrique, où on n'a franchement pas de garantie. On se bat contre la violation des droits de l'homme, en sélectionnant des cacaos où nous sommes assurés que l'homme est respecté, qu'on peut se battre du coup contre la pauvreté, favoriser l'éducation, éviter évidemment le travail des enfants, et puis on essaye de trouver des solutions face à la corruption. Malheureusement, les pays producteurs de cacao sont majoritairement corrompus. Quand on a été en Équateur, c'était pour vérifier justement notre approvisionnement en National Ariba, qui est une des 120 variétés dont on parlait avant. On a découvert qu'il était très facile d'avoir typiquement un stempel sur un papier. Moi, j'appelle ça malheureusement du blanchiment de cacao. C'est que vous allez avec un sac de National Ariba, vous dites à l'État qu'il contient tant de National Ariba. Je me souviens plus du pourcentage, mais en gros, c'est très simple d'avoir tous les stempels, le bio, le fair trade, le rainforest et toutes les certifications possibles. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. L'Équateur, je ne pense pas que ce soit un cas à part. Donc nous, c'est un petit peu tout ça qu'on essaie d'éviter. On est également au niveau des enjeux, on est au niveau de la nature. C'est qu'il est absolument crucial de préserver les écosystèmes existants. Il faut savoir que le cacao, il se porte très bien dans la forêt, donc inutile de déforester pour planter un cacaoyer. L'agroforesterie versus la monoculture, c'est pareil. C'est que l'agroforesterie, c'est le meilleur type d'agriculture qu'on puisse trouver aujourd'hui, alors que la monoculture, qui est favorisée finalement par
par les États, d'une certaine façon, c'est accroître la pauvreté du planteur, dans la mesure où, oui, vous allez avoir, soi-disant, une meilleure production, ou whatever les conditions. Mais après, vous avez les entrants, vous avez tous les problèmes qui sont liés à la monoculture. Et on ne préserve ni la nature ni l'homme dans ces conditions. La préservation des variétés en voie de disparition, ça c'est pour nous également extrêmement important. Aujourd'hui, on est à 5%. Au dernier chiffre que nous avons reçu, on serait au niveau des cacao fins dont je parlais précédemment, on serait à moins d'1% de la production mondiale. Donc c'est un petit peu difficile pour nous d'être seul acteur finalement dans cette problématique. C'est là aussi où le Bean to Bar, c'est un mouvement assez philosophique où tous les producteurs de chocolat que nous avons rencontrés partagent finalement ces valeurs que je suis en train de vous expliquer. Et pour nous, c'est vraiment crucial d'essayer de trouver non seulement des cacaos qui sont rares, qui sont fins, mais qui sont en réelle voie de disparition. Notre Joao au Brésil, il fabrique du Katongo, donc c'est du Forastero blanc, qui est extrêmement rare. Lui, il a une production d'1 tonne à l'année. Donc ça veut dire qu'on a 2 palettes qu'il est capable de livrer. Si nous, on ne prend pas ces palettes avec Ducasse ou avec Marcolini ou un autre client de notre sourceuse, Joao, il va plus pouvoir vivre. Et puis, ce Katongo qui est absolument extraordinaire, j'espère de nouveau que vous allez le goûter, il va disparaître aussi. Donc c'est tout ce système qui est très important pour nous. Déforestation, j'en ai parlé. Il y a le cacao natif, effectivement, versus le cacao hybride hyperproductif. Un cacao natif, c'est justement toutes ces variétés dont je vous parlais précédemment. Le cacao hybride hyperproductif, comment vous expliquer? C'est le cacao natif. Le cacao, c'est une fève. Une fève, c'est 50% de matière sèche, 50% de matière grasse. Je caricature un petit peu. Et elle doit peser en moyenne 1 gramme. Un cacao hybride hyperproductif va peser 2 grammes et va être aura un meilleur rendement. Un cacao natif va mettre 5 ans pour produire ses premiers fruits. Un cacao hybride, en 1 année, normalement, vous avez de la production. Donc, il n'a pas de valeur organoleptique, il n'a que l'avantage finalement de la quantité. Donc c'est vrai que ce sont des cacaos qui sont assez courus par certains exportateurs qu'on ne citera pas. Donc suite à ces constats qui nous ont un petit peu surpris, on a fait une analyse de marché. Alors effectivement, ce qu'on est ressorti, il y a 4 points qui sont ressortis que je vous ai notés ici. C'était manger moins, mieux et plus éthiquement. C'était devenu une préoccupation majeure pour les amateurs de chocolat comme dans l'industrie agroalimentaire. Donc ça, c'était pour nous un premier élément qui était important, c'est de se dire, nous, au feeling, ce qu'on ressentait, il semblerait que le marché soit prêt aujourd'hui à manger du chocolat qui soit éthique et qui soit tracé. La fabrication artisanale du chocolat de la fève à la tablette était le seul moyen de confectionner un chocolat sain sur le plan éthique, écologiquement durable et gastronomiquement excitant. Justement pour ces raisons, c'est que le Forastero ou d'autres cacao finalement qui sont peu intéressants ne vont pas vous amener cette expérience gustative qui va vous faire découvrir finalement des valeurs que vous ne trouverez pas malheureusement dans des cacaos qui sont un petit peu stérilisé, disons. En Suisse romande, il n'y avait pas non plus d'artisan qui fabriquait son propre chocolat de la fève à la tablette. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des artisans qui fabriquent une partie du chocolat et qui utilisent du chocolat de couverture industrielle de l'autre. Il y a des vrais problèmes de marge, donc ça on en parlera tout à l'heure. Et c'est vraiment très coûteux de fabriquer son chocolat. Donc il y a une partie qui peut être faite entre guillemets chez soi. Après, il est plus facile d'avoir le chocolat de couverture en complément. Nous, notre choix étant un petit peu extrême, c'est qu'on a décidé de tout faire à 100%. Voilà. Il n'y avait donc aucun moyen d'acheter, de manger un authentique chocolat artisanal suisse fabriqué dans le respect de l'homme et de la nature. Ça, c'était notre constat, parce qu'on n'a pas trouvé ce produit, en fait. Donc, ces constats rejoignant nos valeurs personnelles, tant éthiques que philosophiques ou purement gastronomiques, nous avons donc décidé de nous lancer dans l'aventure sans être du métier. J'ai bien écrit cette phrase, je trouve. La solution.
Alors après, il y a les solutions. Ça, c'était les problèmes. Maintenant, il y a les solutions. Alors, on s'est dit, parce qu'on est très perfectionniste, c'est qu'on voulait manger le meilleur chocolat suisse. Alors, comment est-ce qu'on fait pour manger le meilleur chocolat suisse? On approvisionne en petite quantité. Donc ça, c'est considéré la sélection des fèves et autres ingrédients, comme le beurre de cacao, le sucre. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur le beurre de cacao. C'est un des projets, justement, de la plateforme suisse du cacao durable, dont nous sommes membres fondateurs, car il est aujourd'hui absolument impossible de tracer le cacao. Le cacao qui est utilisé pour fabriquer le beurre de cacao. Donc c'est un vrai problème de nouveau éthique au niveau de l'homme et de la nature, dans le sens où la seule chose qu'on peut tracer, c'est qu'il est bio. Maintenant, d'où il sort, quelle est la variété, comment est-ce qu'il est fabriqué, c'est impossible. Donc heureusement que la plateforme s'en occupe. Il y avait aussi la production artisanale, donc tirer le meilleur des méthodes traditionnelles et contemporaines. Il y a peut-être un petit lien avec l'horlogerie entre tradition et modernité. On est peut-être un petit peu inspiré par ça, mais je pense que c'est assez un parti pris intéressant. Il faut aussi avoir confiance en ce qu'on mange, donc que ce soit naturel. Les ingrédients sont limités, on n'a ni additifs, ni conservateurs ou processus chimiques. Pourquoi ? Parce qu'à notre sens, le cacao qu'on travaille se suffit à lui-même. Il est magnifique, il est magique, et pourquoi ajouter des choses qui ne sont ni bonnes pour la nature ni pour le corps? Écologique, donc des ingrédients bio ou écologiques avec traçabilité maximale. Sachez que tous nos chocolats sont bio. Maintenant, nous avons décidé de ne pas faire la certification. Pourquoi ? Parce que nos producteurs ne peuvent pas être certifiés, ça coûte trop cher. Comme je vous le disais précédemment, c'est en plus des papiers qui n'ont pas une grande valeur. Donc on préfère payer nos producteurs plus cher, de façon à ce qu'ils fassent bien leur production. Et puis, nous, on sait ce qu'on a. Voilà. Éthique, effectivement, aussi. Donc le sourcing direct, assurant le bien-être de chaque producteur, famille ou coopérative. Et au final, ce qui était crucial pour nous, c'était de pouvoir partager la culture du chocolat, donc de profiter de l'expérience d'une fabrique de chocolat traditionnelle unique. C'est dans ce cadre qu'on vient de déménager justement à Satigny sur 300 mètres carrés, où on a pour objectif de faire des visites de manufacture, de façon à expliquer le processus de fabrication de chocolat, que ce soit ludique et pédagogique. Apprendre les procédés traditionnels de fabrication du chocolat et découvrir les machines spectaculaires. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi ces visites. Et puis partager la passion des artisans, donc de nos collègues et de nous-mêmes. Ça, c'était pour le positionnement. Au niveau du produit, ensuite, il a fallu définir le produit. Donc, la première chose qu'on a faite, c'était de rencontrer des fabricants de chocolat de la fève à la tablette. Et là où on a un petit peu été déstabilisé, c'est qu'ils nous ont tous dit « ce n'est qu'en apprenant qu'on fabrique ». Ce n'est qu'en fabriquant qu'on apprend. Donc on était un petit peu surpris, paniqués, surtout que c'était assez unanime. Mais on s'est dit, si tout le monde le dit, c'est qu'il doit y avoir du vrai derrière. On a continué à faire nos recherches et c'est là où on est tombé sur notre fameuse sourceuse, Nico Regou, qui est la cofondatrice de la maison Marcolini. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un des grands chocolatiers, fabricants de chocolat belge, basé à Bruxelles, sauf erreur. Donc c'est elle qui nous a en fait aiguillés vers des producteurs, vers des cacaos, des origines. Et puis elle nous a aussi énormément appris au niveau de la post-récolte des fèves, de la durabilité et tous les éléments finalement liés et liants à cet univers. Et puis ensuite, il y a eu la rencontre avec les fabricants de machines, ce qui était tout aussi anecdotique dans la mesure où le premier devis qu'on a reçu dépassait le million et qu'on ne pouvait pas faire tout le processus. Et puis, il y a eu aussi la taille, c'est que pour eux, le micro-batch, c'était 1,5 tonne par jour. Donc, on s'est vite rendu compte que non, on n'était malheureusement pas dans le bon contexte. On a passé des mois et des mois à chercher et finalement, on a trouvé les machines en Israël, en Russie, en Italie. Il faut savoir que la culture du chocolat, elle est assez importante aussi au Liban. La Russie, étonnamment, c'est assez phénoménal. Et l'Italie, c'est un des plus grands fabricants de tempéreuses, donc les machines qui permettent de mouler le chocolat. Donc on a été assez sauvés par cette proximité parce que juste avant le SIHH de l'année dernière, on avait juste un tout petit problème de machine et il fallait livrer plus de 1000 plaques le lundi et le vendredi on n'avait pas de machine. Donc l'Italie, pour le coup, c'était assez pratique. Non, mais les aventures, je vous raconte, c'est vrai, c'est ça le pire. Du coup, la définition du produit. Donc le cacao pour nous, c'est uniquement des grands crus, donc les fameux cacao fins. Nous, on les travaille sur les 3 niveaux qui sont similaires à celui du vin. Donc, on va travailler le terroir qui a un impact extraordinaire sur
sur le résultat du cacao et donc du chocolat à la fin, sur la variété, les fameuses variétés dont je vous ai parlé, et puis le millésime. C'est comme dans le vin, d'une année à une autre, avec les facteurs naturels, avec tout ce qui peut se passer finalement sur une année. Le chocolat et donc le cacao en amont aura des rendus différents. Et puis, ce qui est crucial aussi dans notre positionnement, c'est l'assurance du respect de l'homme et de la nature. On pourrait pas faire le meilleur chocolat du monde si on respectait pas ces éléments, du moins à nos yeux. Ensuite, au niveau des machines, on a déterminé qu'on voulait justement donc travailler avec des micro-batchs, de façon à pouvoir travailler des petites quantités. On est dans un processus long et lent, le temps et la patience. Le temps et la patience, c'est la fin du monde pour moi. Heureusement que lui, il est patient. Respect de la matière première. Donc évidemment, comme je vous racontais, le fait de respecter nos cacaos et d'essayer de leur rendre hommage de la meilleure façon qu'on puisse. Des techniques traditionnelles avec des machines contemporaines, parce que malgré tout, y a un peu des problèmes d'hygiène si on n'est pas contemporain. Comment est-ce qu'on fabrique du chocolat? Alors, d'abord, il y a la sélection des fèves, en collaboration avec nos sourceurs. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des fèves qui sortent d'un des sacs qu'on a reçus. Je ne pourrais pas vous dire quelle origine c'est. Je me demande si ce n'est pas du Madagascar, vu la teinte rosée des fèves. Mais ce qu'on reçoit, donc, c'est vraiment ces petits haricots, comme Google le traduit. Ensuite, la première étape, une fois qu'on a reçu ces sacs, c'est le tri des fèves. Donc là, ce que nous faisons, c'est actuellement, on le fait manuellement et je crains qu'on continue à le faire, c'est de séparer toutes les fèves qui sont cassées, toutes les fèves qui sont plates, de façon à ce qu'au moment de la torréfaction et de la fabrication ultérieure, il n'y ait pas d'altération de goût. Les fèves plates brûlent facilement, parce que ce qui est important, c'est que la coquille elle soit entière autour de la fève pour la protéger au moment de la torréfaction, sinon elle brûle. Ensuite, il y a la torréfaction qui est a priori 60 à 80% la responsable de la qualité du chocolat, pardonnez-moi. Donc c'est absolument crucial de bien la faire. Chaque cacao nécessite une autre torréfaction, nécessite un autre temps de torréfaction. À ce moment-là, on élimine l'humidité résiduelle et on est en train d'éliminer également l'amertume. Et on est déjà en train de travailler les valeurs, on est en train de révéler les valeurs du cacao. Donc on aura des cacaos qui seront plus terreux au niveau du goût, on aura plus fruité, on a plus herbal. Il y a plein de choses qui vont se révéler déjà à cette première étape. Ensuite, il y a le vannage, donc c'est l'étape de la séparation de la coquille de la fève. Donc c'est une machine c'est comme les femmes en fait à l'époque avec le millet, avec le mot me manque, mais quand elles étaient face au vent et qu'elles lançaient le millet dans l'air, les parties lourdes retombaient sur le tamis, pardonnez-moi, et puis les parties légères étaient éloignées avec le vent. Cette machine fait le même processus. Et nous, on passe jusqu'à 4 fois dans la machine de façon à éliminer la majorité des coquilles parce que l'amertume vient de là, entre autres, mais principalement. Ensuite, il y a le raffinage. Donc, ce que vous voyez sur la gauche de la photo, c'est le résultat de cette précédente étape où le cacao est donc concassé et on le met dans ce qu'on appelle la conche. Donc, c'est une machine avec des roues en granit qui tournent sur un fond en granit. Par le temps et la chaleur, ce gruet de cacao, donc les fèves de cacao, se transforment en liqueur de chocolat. Ce qu'on appelle la liqueur de chocolat, c'est simplement le chocolat avant qu'on ait ajouté du sucre ou du beurre de cacao, qu'il soit altéré. Et ça se fait pendant 6 à 12 heures. Oups, voilà. Et ensuite, on laisse concher. Et le conchage, en fait, on enlève un peu de pression au niveau des pierres et on laisse brasser la matière jusqu'à 72 heures. Durant cette étape, l'acidité résiduelle, soit on la veut, soit on essaie de la supprimer. Et puis, c'est là où les arômes se révèlent réellement. D'où la nécessité de laisser tourner en fait cette machine. Arrive ensuite le moulage. Donc ça, c'est l'étape que nous partageons avec les chocolatiers qui travaillent la masse, justement. Donc c'est l'étape où on vient mouler en fait le chocolat, quelle que soit la forme. Chez nous, c'est que des tablettes.
Et puis ensuite, il y a la marmotte qui se présente devant vous. Elle existe vraiment. C'est l'étape de l'emballage qu'on faisait jusqu'à maintenant à la main, donc depuis 2 ans. Et on a acheté une emballeuse de façon à ce que je puisse démissionner de ce poste parce que j'en avais marre. Les produits à venir en 2019, surprise, franchement même pour moi, parce que je sais plus où on en est et on en a plein dans les tiroirs. Je sais pas si on va réussir à tout faire, mais il y a des jolies choses à venir et surtout des nouvelles origines qu'on est en train de tester, qu'on espère pouvoir mettre sur le marché. Mais ça, c'est affaire à suivre. Ensuite, au niveau du prix. Alors, juste un tout petit contexte de nouveau, il y a 2 circuits au niveau du cacao. Il y a le circuit industriel et il y a le circuit bean-to-bar. Le cacao de commodité qui se retrouve en circuit industriel est vendu environ $2,20, pardonnez-moi, le kilo à la bourse. Donc, c'est les chiffres que j'ai trouvés hier. Le planteur est payé entre 20 à 80 centimes le kilo au moment de la vente de son cacao. Ces chiffres sont toujours très controversés. Il est extrêmement difficile d'avoir des précisions. Maintenant, quand on a été en Équateur, on a effectivement vu que c'était les 80 centimes qui étaient reversés. C'était sur du cacao humide, sauf erreur, donc qui n'a pas subi l'étape de séchage. C'est très très compliqué. Maintenant, on se souvient du seuil de pauvreté mondial déterminé par la Banque mondiale. On voit qu'on est quand même en dessous. Au niveau du circuit du bean-to-bar, par contre, notre objectif est de payer au minimum $5 le kilo. Pourquoi ? Parce que c'est là où on arrive dans la spirale vertueuse où le planteur a un intérêt finalement à ne pas déraciner ses arbres, tout bêtement. Et oui, je crois que oui. Donc le cacao de commodité, pourquoi payer mieux le planteur ? Alors, je pense que c'est important parce qu'il aura donc envie de préserver ses plantations, il n'aura pas envie de déraciner pour remplacer de la banane, de la palme ou des hybrides hyperproductifs, ce qu'on a vu en Équateur de nouveau. Il y aura moins de risque de disparition des variétés précieuses dont on parlait tout à l'heure, et puis on évite la déforestation et l'esclavage moderne. Donc, pour nous, c'est ça la spirale vertueuse. C'est effectivement de payer plus cher le cacao, mais d'avoir de la qualité de cacao derrière et que l'argent retourne au pays et que la spirale puisse croître. Et c'est là où on parle finalement du passage du chocolat de luxe au luxe du chocolat. C'est que le chocolat de luxe, c'est quoi ? C'est du chocolat de très bonne qualité, selon les chocolatiers, mais c'est surtout vous payez le packaging, vous payez la marge, vous payez plein de choses qui n'ajoutent pas nécessairement, à part le travail du chocolatier, ça je ne dis absolument pas le contraire, mais qui n'ajoutent pas nécessairement de la qualité. Le luxe du chocolat, c'est de préserver finalement ces variétés et c'est de renvoyer c'est de permettre finalement à l'univers du cacao de ne pas s'uniformiser et de pouvoir avoir encore des expériences gustatives qui ne soient pas uniformes. Et c'est là pour nous où se situe vraiment l'enjeu. Donc avec les prix effectivement au kilo, avec les charges suisses et tout ce qui s'ensuit, c'est vrai que nos tablettes sont relativement chères. Sachez qu'on est sur des prix qui sont relativement génériques au niveau du bean-to-bar, donc au niveau des fabricants de chocolat à la tablette au niveau mondial. On est plus ou moins à 10 €, 10 dollars, 10 quelque chose. On a essayé d'être plus précis au niveau des origines, de façon à pouvoir justement baisser peut-être un peu le prix de vente au lieu de faire un prix unique global. Vous allez trouver nos tablettes, ça c'est nos prix conseillés. Vous allez trouver nos tablettes à quelques centimes de différence près, peut-être plus cher, peut-être moins cher chez certains points de vente. Chacun calcule son besoin. Mais vous allez tourner autour de ces prix. La composition de nos chocolats est uniquement à base de cacao et de sucre. Donc, quand on parle de 75% de cacao, c'est que vous avez 75% de masse de cacao. Chez nous, ce cacao on met entre 5 et 10% de beurre de cacao pour l'onctuosité. Et puis, pour le moulage, la dernière étape. Typiquement, le Cuba, sauf erreur, est à 84%. Nous ne mettons que 5% de beurre de cacao, ce qui veut dire que vous avez 79% de cacao dans la tablette de chocolat. La distribution.
Alors, c'est peut-être une déformation parce qu'on vient aussi du retail. Pour nous, il a été crucial de travailler avec des boutiques traditionnelles. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont sur le devant de la scène, c'est eux qui sont confrontés finalement au marché. Et pour pouvoir arriver avec un produit aussi spécial finalement malgré tout par rapport à l'univers du chocolat qui est pourtant assez bien connu, il fallait avoir des partenaires de confiance. La majorité des partenaires est venue nous chercher, donc c'est ça qui nous a aussi beaucoup surpris, c'est qu'ils sont venus nous chercher parce qu'ils n'avaient pas peur de la différence de notre métier et du challenge finalement que ça allait représenter. Ils se sont et donc montrés très patients. Ils ont compris que nous aussi, on travaille à long terme, qu'il faut créer la clientèle et qu'il faut expliquer. Il y avait aussi un critère assez important, c'était la compréhension mutuelle de la croissance contrôlée de chacun. On ne peut pas travailler aujourd'hui avec de la grande distribution, non seulement parce qu'ils vont nous presser au niveau des prix, mais on ne sera plus dans la qualité. C'est notre opinion, hein. Je ne vise personne. On a aussi une production contrôlée de façon à pouvoir avoir des approvisionnements contrôlés et évidemment la rotation de stock qui est toujours compliquée quand on est dans une start-up. Le e-commerce, oui, le e-commerce va venir. Maintenant, c'est plus en complément au retail traditionnel plutôt qu'en remplacement, dans la mesure où on a besoin donc de ces ambassadeurs. Et puis, c'est plus pour dépanner nos clients qui n'ont pas de boutique à proximité de chez eux. On ne veut pas en aucun cas remplacer nos détaillants. Au niveau de la communication, alors c'est peut-être dû au fait qu'on n'a pas beaucoup de budget. On fait beaucoup de RP, ou du moins on a fait du RP. Et c'était assez agréable de voir que la presse a été curieuse et sensible à notre métier qui a disparu. Donc on va communiquer sur les 4 axes un peu traditionnels, donc le produit, les humains, le savoir-faire et surtout les points de vente dès qu'on peut les placer. Pour nous, c'est extrêmement crucial de pouvoir envoyer le client en boutique. Et puis il y a de l'événementiel, donc c'est toujours l'expérience. On va organiser alors c'est de la politique d'avenir, mais on va organiser des dégustations, des événements spéciaux chez nous. On fait évidemment des dégustations en boutique, et puis on a aussi des partenariats avec des entreprises ou des institutions locales, de façon à soutenir aussi des actions. Le business plan, ça, on vous le raconte quand même. Donc, on est effectivement autofinancé. On a vendu nos voitures. Ça nous a permis d'avoir quelques rentrées d'argent. On est passé au niveau 1 de la pyramide de Maslow. Hein. On boit, on mange, on dort et puis on paye nos charges fixes. Il n'y a pas de superflu. On a sorti la LPP de François Xavier parce que la vente de voitures n'a pas suffi. Tout ce qu'on réinvestit, enfin tout le chiffre d'affaires qu'on fait, on le réinvestit dans l'entreprise. On a aussi trouvé des arrangements financiers avec des fournisseurs. Dieu merci, ils sont très compréhensifs. Et puis il y a encore une autre activité à côté qui est notre entreprise de consulting sur laquelle je suis seule active aujourd'hui. Je n'ai pas vu s'il y avait de nos clients, mais on les remercie parce qu'ils sont très très compréhensifs aussi. Le temps et la patience, donc business plan à long terme. C'est passionnant, mais c'est pas à court terme que ça peut se faire. Et puis on a aussi beaucoup d'amour et la satisfaction d'être en cohérence avec soi, ce qui était notre recherche prioritaire. Et aujourd'hui, franchement, on peut se regarder dans une glace. Alors, où nous trouver, c'était à la maison pendant 2 ans. On avait une nano-manufacture de 35 mètres carrés. Et puis maintenant, on a youpi, depuis 2 jours, on a 300 mètres carrés qu'on est toujours en train d'aménager. J'espère qu'il a fini de faire ses joints, parce que sinon, on est vraiment mal. En résumé, donc, première manufacture artisanale 100% bean to bar. Donc, comme je vous disais, il y a des acteurs qui fabriquent une partie également. Les chocolats les plus rares grâce à la production en petite série. La transparence unique sur les fournisseurs, les ingrédients, les processus. D'ailleurs, si j'ai oublié des choses, vous n'hésitez pas à me demander. C'est un oubli. Expérience unique avec une manufacture construite de façon pédagogique, comme je vous le racontais. Les recettes illimitées par le fait que nous produisons que nous produisons le chocolat, on est complètement libre dans la façon dont on le réalise. Et puis un design et une marque où on a essayé de trouver un nom et un emballage mémorable. C'est vrai qu'il y a le jeu entre l'or et les fèves, et puis peut-être également le lien avec l'horlogerie qui nous suit et qui nous poursuit, parce que horloger un jour, horloger toujours, je crois.
En conclusion, pour atteindre cette spirale vertueuse de la fabrication du chocolat dans le respect de l'homme, de la nature, il n'y a qu'un choix, à nos yeux. Il est crucial d'accepter le changement de paradigme et de passer du chocolat de luxe au luxe du chocolat. Parce que qui paye réellement la différence de prix de la tablette de 100 grammes de chocolat noir? 70% à un franc dans la grande distribution. Je vous pose la question. Pardonnez-moi, mais ça c'est pour nous très, très, très important. Et je vous tire ma révérence et vous remercie de votre patience.